Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Life Stories. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux coulisses d'un grand événement, un événement dédié aux solutions pour la planète. Vous le savez, je parle de Change Now. Donc, Change Now va avoir lieu dans quelques jours. Ça sera la 6e édition au Grand Palais éphémère. Et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Rose Mellucott, qui est donc cofondatrice et CEO de Change Now, mais également Michel Rivet, directeur général de MoMA, qui assure la production exécutive de ce grand événement. Tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite par le commencement. Et c'est une histoire un petit peu folle, si tu veux bien nous la raconter, Rosemay. Tu étais à ce moment-là en congé maternité de ton poste chez Nestlé Science, c'est ça? Et donc, tu as décidé de partir en road trip. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Disons que moi, j'ai eu beaucoup de chance pendant mon congé maternité. C'est que juste avant la naissance de mon fils, la start-up dans laquelle travaillait mon mari a fermé. D'accord. Ce qui a été pour nous une très bonne nouvelle, in fine, parce qu'on savait qu'on était libre. En fait, on avait ces 4 mois de congé maternité à 2. Et du coup, on s'est dit, partons, rien ne nous empêche maintenant de partir. Donc, on a décidé, quand notre fils avait 40 jours, de partir 40 jours sur la route, entre la France et l'Espagne. Et là, en fait, je dirais, ça a été un voyage initiatique où beaucoup de choses ont évolué, ont bougé. On a commencé par rencontrer beaucoup de monde et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que toutes les personnes qu'on avait rencontrées avaient, alors c'était dans des styles très très différents, mais avaient tout un point commun qui était qu'elles avaient créé leur propre vie sur mesure. D'accord. Elles étaient complètement sorties des cases. Et nous, c'était un moment précisément où on se posait beaucoup de questions d'un point de vue professionnel. Santiago, parce que l'entreprise venait de fermer. C'est ça. Et puis moi aussi, parce que je me posais sur un peu mon retour de congé maternité, les perspectives, etc. Et en fait, on avait dans un coin de la tête Change Now depuis un petit moment. Qu'on imaginait au début comme une activité, je dirais, en hobby. Lancer un événement comme ça, on pensait que ça pouvait se faire en hobby à côté du travail. Et voilà, de fil en aiguille, en fait, pendant ce voyage, on s'est mis à réfléchir à ce projet sur un coin de table, sur un balcon au bord de la plage, etc. Et puis après toutes ces rencontres qu'on a faites, on s'est dit, mais en fait, tout le monde a réussi, toutes les personnes qu'on a croisées ont réussi à inventer leur vie, à créer quelque chose de sur mesure. Et si nous, en fait, aussi, on osait non pas réfléchir à nos projets professionnels sur des cases existantes, mais en fait, à donner vraiment vie à ce projet, à lui donner sa chance. Et donc, on est revenu, en fait, de congé maternité. Je dis on parce que c'était un congé maternité partagé. Mais on est revenus vraiment tous les deux avec une espèce d'évidence que ce projet devait avoir lieu. Que c'était le bon moment pour lancer Change Now et que ça avait énormément de sens pour nous personnellement. Et voilà, du coup, on a ça a commencé quelques mois, on s'est vraiment lancé dedans. Alors, c'était quoi l'ambition à la base de ce projet-là quand vous l'avez imaginé? Alors, c'est marrant. C'est une très bonne question. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, l'ambition était à peu près ce qui se passe aujourd'hui. D'accord. On pourrait croire qu'au début, l'ambition, c'était juste de faire un petit événement, voilà. En fait, non, l'ambition dès le début, c'était de créer un rassemblement mondial des solutions pour la planète. Et quand on reprend en fait nos slides qu'on avait pondus comme ça sur un coin de table en bord de plage, c'est très très proche de ce qui se réalise aujourd'hui, avec juste la nuance que moi, à aucun moment, je pensais que ça se réaliserait vraiment. Pour moi, c'était un peu c'était l'ambition et le rêve. L'ambition, le rêve, voilà. Et puis après, on verra ce qu'on arrive à faire. Et là, en fait, on se voit que ça s'accomplit. Donc, c'est une super aventure, du coup. C'est une super aventure pour vous, pour nous, pour la planète, globalement, quand même. Ouais, bien sûr. Je dirais tout est né aussi un peu dans la genèse. Il y a aussi eu énormément de changements, nous, dans la relation à la nature, la naissance d'un enfant, aussi la relation à la vie. Et donc, oui, c'est en effet c'est pour ça qu'on se bat depuis le début, quoi. C'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être, c'est quoi Change Now, en fait? C'est le plus grand événement des solutions pour la planète.
C'est un événement qui rassemble 30 000 personnes, 1000 solutions qui viennent du monde entier. Au total, on a des solutions qui viennent de 120 pays qui sont mises en avant. Des solutions concrètes qui agissent sur les sujets de biodiversité, climat, inclusion, économie circulaire, etc. Et on les met en avant à la fois sous forme d'exposition, où on peut venir du coup toucher, tester ces solutions, échanger avec les porteurs de projets, mais aussi sous forme de conférences. Donc on a plusieurs scènes en parallèle, avec soit des porteurs de projets qui font référence dans leur domaine, soit des experts du domaine, des grands économistes ou scientifiques qui viennent justement présenter l'état des lieux de la situation, mais surtout comment on fait bouger les choses dans les différents domaines. Donc voilà, ça se veut être un événement qui est très concret, qui est vraiment porté sur l'action, et également un événement où il y a beaucoup de networking, de rencontres, et je dirais qu'ils se font, nous, de manière... Il y a une partie orchestrée, et il y a aussi une partie très naturelle par, je dirais, des visiteurs, des participants qui ont envie de faire bouger les choses ensemble. Et donc, un événement qui a beaucoup d'énergie positive à ce niveau-là. Ouais, ça rassemble en fait tout un écosystème de gens qui ont les mêmes envies et les mêmes ambitions pour notre planète. Donc, du coup, forcément, c'est porteur. Tu disais qu'il y a beaucoup de solutions qui sont présentées chaque année. Est-ce que tu aurais quelques petites ou une grande success story à nous partager pour montrer l'importance en fait de cet événement? Oui, on en a une en 2020, au sortir de l'édition 2020. Une belle histoire et qui montre un peu pourquoi tout ça existe. C'est l'histoire de Planet Care. D'accord. Planet Care, c'est une solution slovène, basée maintenant en Angleterre, qui fait des filtres à microparticules de plastique dans les machines à laver. Ok. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un cycle de machine à laver, comme on a des vêtements avec des fibres synthétiques, il y a des microparticules de plastique qui s'échappent. D'accord. Et après, ça part dans les égouts, et puis dans les rivières et la mer. Et c'est irrécupérable une fois que c'est sorti de la machine à laver. D'accord. On n'a pas aujourd'hui de système pour capter ces microparticules. Et quand on parle de pollution de l'eau, une grosse partie de la pollution de l'eau, c'est ces microparticules de plastique. Ce n'est pas juste les sacs plastiques ou les bouteilles en plastique, même si elles en font partie. Il se trouve que le gouvernement, et ça on ne le savait pas nous, mais le gouvernement cherchait à légiférer, en tout cas à trouver des solutions sur ce problème, mais n'avait pas de solution en fait en France. Et on a accueilli Brune Poirson, donc du ministère à l'époque de la transition écologique et solidaire, et on leur a fait une visite guidée. Et dans cette visite guidée, on leur a fait rencontrer Planet Care. Et de cette rencontre qui a eu lieu pendant le sommet, ça a donné lieu quelques semaines plus tard à un rendez-vous au ministère avec Planet Care et les industriels des machines à laver. D'accord. Et quelques semaines plus tard, il était inscrit dans la loi économie circulaire que désormais, à partir de 2025, toutes les machines à laver vendues neuves en France devront être équipées de filtres à microparticules de plastique. D'accord. Donc voilà, quelque chose de très concret. Et derrière, si on le chiffre, c'est 500 tonnes de microparticules de plastique qui seront évitées chaque année. Donc ça change, cet événement il change les choses. On voit une rencontre, qu'est-ce qui peut découler de cette rencontre? Alors, qu'est-ce que nous réserve Change Now 2023 puisque ça est dans quelques jours. Qu'est-ce qui va se passer de nouveau? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il va se passer déjà... il y aura encore plus de solutions que les autres années. Alors, on est toujours sur 1000 solutions, mais par contre, la partie exposition grandit d'à peu près, je dirais, 25%. Ah oui. Donc, on a encore plus d'occasions d'échanger avec les porteurs de projets et de tester des solutions. On va avoir aussi des thèmes qu'on va approfondir davantage cette année en lien avec l'actualité, même si on est sur un événement qui est holistique, donc qui traite vraiment des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. On a quand même des thématiques qui vont être approfondies, comme la biodiversité, en lien avec la COP15 qui a eu lieu en fin d'année dernière. On a également la partie sur l'eau. On a plusieurs thématiques sur l'eau, en lien aussi avec ce qu'on a connu des sécheresses de l'été dernier. Donc on a des sujets d'actualité qui vont être creusés. On renforce aussi l'aspect networking. Donc on a une application de networking pour que les participants puissent se rencontrer, mais on a aussi beaucoup plus de rassemblements, de meet-up,
entre écosystèmes et des communautés qui se rassemblent entre elles, mais aussi qui s'ouvrent, qui laissent la place ouverte pour que les participants puissent venir participer à ces meet-up. Voilà, et après, au niveau production, on va plus loin dans la production éco-responsable. D'un point de vue scénographie, expérience, chaque année, l'idée, c'est de surprendre, de pas arriver. Tu vas nous raconter ça, Michel. Oui, on va y venir. Voilà, donc je dirais, si vous êtes venus, pour ceux qui sont venus l'an dernier, il y a encore pas mal de... Le look and feel va encore évoluer, toujours dans le même, je dirais, dans les mêmes état d'esprit. Ouais. Mais voilà, avec de l'expérience au niveau artistique. Par exemple, on a tout un parcours artistique qui se renouvelle chaque année et qui donne aussi beaucoup d'âme à l'événement. Et puis, voilà, des surprises artistiques que je ne peux pas dire pour l'instant. Il faut y aller. Mais il faut y aller. Achetez vos billets. Elle tease. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, dans la description de l'épisode, il y aura le lien pour acheter les billets. Donc, n'hésitez pas. C'est plus que vraiment, on ne peut pas le dire. Ça sera une surprise sur place. Ça marche. Donc, rendez-vous sur place. Donc là, c'est la 6e édition. Ça a commencé petit, on va dire entre guillemets. Et puis, quand ça a commencé à grossir un peu, vous vous êtes dit que peut-être qu'il fallait se faire accompagner par une agence. Alors, j'imagine que quand on produit ce type d'événement sur cette thématique, il faut être quand même très, très carré sur la production, une production plutôt responsable. Qu'est-ce qui était dans le cahier des charges à la base quand il a fallu trouver une agence pour produire cet événement de manière responsable ? Je dirais que nous, il y avait deux critères principaux. Le sourire. Très bien. Sourire. Alors, on va dire 3. Il y a le sourire, la sympathie, le bon feeling, mais surtout sur les deux critères, je dirais, rationnels. On avait besoin, nous, d'être accompagnés par une équipe qui était, je dirais, suffisamment expérimentée, qui connaissait aussi le Grand Palais. Il faut savoir qu'en 2020, nous, ça a été un grand saut dans l'inconnu. Ouais. On venait de Station F, 1500 mètres carrés, au Grand Palais. 15 000 mètres carrés, un bâtiment qui n'est pas facile à travailler, ne venant pas nous-mêmes de l'événementiel à la base. Donc ça a été, pour nous, ça a été assez vertigineux de faire ce saut. On a eu cette opportunité de le faire, donc on s'est dit c'est peut-être une fois dans notre vie qu'on nous propose d'aller au Grand Palais. On y va et après on va voir, maintenant il faut qu'on se fasse accompagner. Donc voilà, premier critère, c'était vraiment de trouver des partenaires qui sont expérimentés et qui ont vraiment les compétences pour nous accompagner. Et c'est vraiment le cas avec MoMA et voilà, toutes les personnes qui travaillent avec MoMA qui connaissent très bien le Grand Palais et qui ont su nous accompagner là. Et puis évidemment, le deuxième critère, après, c'est en termes aussi de feeling et de valeur. Et c'est vrai que dans les équipes avec MoMA, on sent qu'il y a aussi une vraie volonté de faire bouger les codes, de réfléchir, de penser autrement la façon de produire l'événement. Et du coup, depuis le début, on l'a pensé ensemble. On progresse ensemble sur ces sujets. Ouais. Alors du coup, Michel, j'imagine que quand le cahier des charges est arrivé, c'était plutôt un beau projet. Est-ce que, pour le coup, ça a dû challenger aussi cette partie conception et production responsable de l'événement, à la base ? Ouais, alors ça a challengé pas mal de choses, en fait, parce que ça a challengé... alors évidemment, oui, c'était la pierre angulaire, le fait d'être les plus vertueux possible. Et dans un métier qui avait déjà... Parce que je trouve que c'est un métier qu'on stigmatise un petit peu, et c'est un métier qui, je dirais, depuis 10-15 ans, a quand même beaucoup progressé. Sauf qu'on ne le fait pas savoir, alors peut-être parce qu'on est trop humble, et parce qu'on est quand même encore un métier générateur de déchets. Donc c'est toujours cette balance qui est un peu compliquée entre des choses qui progressent et qui vont vers du positif, et un métier qui est quand même aussi générateur, mais comme plein d'autres. Donc en fait, je trouve qu'on est un peu trop, parfois prudent, ou en tout cas peut-être un peu trop humble, mais c'est pas mal l'humilité. Il y avait cet enjeu-là, il y avait un enjeu économique, parce que finalement, chaque année, c'est un événement programmatique, mais qui se construit, et ça c'est tout le talent et le job des équipes de ChangeNow de trouver les financements, de trouver les partenaires. Enfin voilà, il y a une dimension commerciale qui est quand même hyper forte et hyper importante. Et donc il n'y a jamais rien d'acquis, même s'il y a des partenaires qui reviennent, et même si tout ça commence à rouler, mais je pense que rien n'est jamais gagné. Enfin, et chaque année, faut remettre le truc à l'ouvrage pour financer.
Donc il y avait cet enjeu-là. Nous, on était tombés amoureux de l'événement qu'on a découvert à la station F. Il y avait une vraie volonté, alors finalement business, mais pas plus que ça, mais du coup de se lancer avec vous sur cet événement. Et on en a même inventé un format presque de coprod en fait. On est dans un format économique qui est très différent que celui qu'on peut avoir avec des clients classiques, avec des annonceurs classiques. Voilà, et on était prêt à jouer ce jeu-là parce qu'on avait très envie d'y aller. Et puis, évidemment, le thème, il inspire, il attire, il nous concerne tous, alors à la fois dans le job et puis dans notre vie personnelle. Et donc voilà, donc il y avait une vraie envie d'aller et d'accompagner cet événement. Et puis ce saut, nous on s'est rencontrés à la station F. Ils nous ont dit on a pris une grande décision. Du coup, parce que c'est pas du tout nous qui avons dit faut aller au Grand Palais ou voilà. Ils nous ont dit on ira au Grand Palais l'année prochaine. On les a regardés, on leur a dit ouais, ok. Mais c'est bien d'être ambitieux. Et c'est ce que dit Rosemay, ça impose quelques petites choses en termes d'organisation. Et puis il y avait, alors je sais pas, l'édition, on était venus 5000 personnes à peu près qui étaient venues en tout. Ouais. Bon, on transposait 5000 personnes au Grand Palais, on était perdus. Donc il y avait un vrai pari, mais c'est le leur, de se dire on y croit et on va tout faire pour que de 5000, finalement on est passé à 22 000. En 2020, coincé entre les gilets jaunes et le début du Covid, donc on a eu une fenêtre de tir et on a eu les dieux avec nous. C'est ça. Voilà, et donc on s'est lancé dans cette aventure qui, mais peut-être qu'on en parlera plus tard, qui est aussi finalement une très belle aventure humaine. Et puis un formidable laboratoire pour progresser encore plus qu'on ne peut le faire. Parce que, d'abord, il y a l'exigence, parce qu'on ne peut pas être ChangeNow et du coup ne pas avoir cette exigence quant à la production et la manière de penser les choses. Bien sûr. Mais au-delà de ça, aussi pour progresser dans ce qu'est notre métier du quotidien. Mais là, il y a des gens qui le portent, qui le vivent, et qui l'incarnent, alors que par moment, on lit dans tous les appels d'offres aujourd'hui cette dimension RSE, mais qui sont parfois quand même, et même souvent encore trop aujourd'hui, des espèces d'obligations presque réglementaires, et finalement avec des convictions qui sont quand même très faibles. Donc, oui, voilà. là, il y a une conviction qui est forte, un vrai engagement qui est porté. Donc, c'est vrai que je regarderai les engagements de ChangeNow en termes de production. Du coup, c'est refuser, repenser, réutiliser et recycler. Comment ça se met en œuvre sur la production d'un événement comme ça ? Le refuser, il se joue, ces quatre actions, il joue des deux côtés, mais je laisserai Rosemay parler du refuser parce que ils sont en train de mettre en place une charte pour 2024, si c'est toujours le cas, sur un niveau d'exigence sur les partenaires présents sur le summit. Et nous, le refuser, alors, il existe parce que, notamment, si on parle de l'édition qui arrive, mais ça a commencé très vite, on a refusé cette idée d'être en tout cas, d'être attentif au gaspillage. D'accord. Pour tout vous dire, l'édition qu'on a le plus mesurée de ce point de vue-là, parce qu'on s'était mis un peu une pile pour être au bon niveau, et quand on a préparé la production de l'édition de 2020, en fait, on a anticipé évidemment tout ce qui était, parce que ça commence à la genèse, on le redira jamais assez, mais en fait, un événement éco-conçu, il commence dès le départ, parce que si on essaye de rattraper les wagons, on améliore les choses, mais pas tant que ça, mais c'est déjà trop tard. Et en fait, on avait fait un exercice de style, mais qu'on n'a jamais refait et qu'on devrait, parce que maintenant, on est en départ lancé, donc on se dit qu'on n'est pas trop mauvais. On avait estimé, en fait, le nombre de tonnes de déchets que pouvait délivrer un événement comme celui-là, tel qu'il était à peu près posé. D'accord. Et on s'était fixé un objectif, alors qu'on n'a pas complètement atteint, mais quand même qui était pas mal, et on avait estimé, en gros, à 32 tonnes de déchets. C'est énorme. Oui. Ce qui est énorme. Et on s'était dit, parce qu'on croit très fort en nous, on s'était dit on essaiera d'arriver moitié moins. Donc dès le départ, on s'était dit, en gros, un événement comme ça génère en gros 32 tonnes. On s'était dit, allez, 16 tonnes. Bon, finalement, on a fait 18 et des brouettes.
pas loin de 19. Déjà, il y avait un bon palier quand même. Mais il y avait déjà un bon palier. Et en fait, ce palier-là, j'insiste là-dessus parce que, en fait, il s'est fait non pas, enfin, oui, au moment de la production, mais la grosse partie, elle s'est faite dès le début, en fait, en faisant des choix forts, des choix de beaucoup de locatifs, des choix d'imaginer ce que serait la seconde vie, parce que 18, presque 19 tonnes de déchets, c'est une chose. Après, qu'est-ce qu'ils deviennent? Oui. Alors, c'est déjà beaucoup, mais déjà, on a éliminé une bonne moitié, enfin, presque une moitié. Et après, qu'est-ce que ça devient? Et du coup, dans ce que ça devient, il y a eu plus de 6 tonnes qui ont été revalorisées, beaucoup de seconde vie, beaucoup de locatifs, beaucoup de locations, donc peu de fabrication spécifique. D'accord. Et puis, on a encore plus progressé parce que sur 2023, il y a un enjeu sur tout ce qui est les notions de print et de support. Alors, avec des fois des contre-vérités aussi. Il y a toujours des mesures qui sont assez étonnantes. Mais en tout cas, oui, on essaye de minimiser le print. On essaye d'être sur des supports issus de matières recyclées ou, du coup, fortement recyclables. Si on parle du refusé, on se dit qu'on essaie de refuser, et je pense qu'on ne sera pas trop loin, même si finalement il y a des matériaux issus, on va dire, de la filière pétrolière, voilà. Mais il y a aujourd'hui des matériaux issus de la filière pétrolière qui sont hautement recyclables, alors que d'autres, émanant du bois par exemple, mais remplis de colle, bah, du coup, tu ne sais pas en faire autre chose que de le brûler, ou éventuellement une seconde vie, mais même si c'est une seconde vie, ça finira dans un incinérateur et puis ça ne sera pas bien. Bon voilà, mais je dirais que le refus, c'est le gaspillage, et puis c'est le refus, et c'est surtout essayer d'imaginer les choses un peu autrement. Un peu différemment, ouais. Ouais. Réutiliser, tu en as parlé un petit peu. Ouais. Recycler, ça fait partie aussi des gros sujets sur lesquels vous travaillez. Ouais, alors recycler, alors pour l'instant, nous, on n'est pas rentré, parce que tout ça passe beaucoup aussi dans le travail avec les partenaires, enfin, avec ceux qui nous accompagnent pour, voilà, nous, on est chef d'orchestre de cette histoire, mais après, on travaille avec, évidemment, plein de partenaires, je préfère dire partenaires que prestataires d'ailleurs, mais on n'a pas, alors d'abord parce qu'il y a des métiers très différents, et on n'est pas rentré dans cette logique, mais on s'est posé la question d'une charte, alors de se dire, est-ce qu'il faut que le partenaire soit labellisé, est-ce qu'il faut qu'il soit ISO 20121, est-ce que... Bon, on a pris le parti que non, parce que moi, en tout cas, personnellement, j'ai un avis... je ne suis pas contre les labels et je ne suis pas contre les certifications, pas du tout, mais après, on voit des gens très vertueux qui ne le sont pas, et puis des gens qui le sont, et bon, voilà. Donc, on a préféré se dire qu'on jouait dans la continuité. Il y a une grande fidélité, en fait, dans les partenaires qui accompagnent le sujet depuis le début, parce que c'est vraiment une aventure de groupe. On les a emmenés avec nous. Parfois, ils avaient aussi des solutions qui étaient là. Enfin, et du coup, ça serait prétentieux de dire qu'on a tiré tout le monde, mais il y avait déjà des choses qui étaient là, qui étaient existantes. Et cette exigence, du coup, on l'impose dès le départ, donc plus dans un cahier des charges. On parlait du cahier des charges tout à l'heure, finalement, on répercute cette ambition et ce cahier des charges. Et surtout, on accompagne. Alors, on accompagne d'abord, évidemment, dans la phase de production, et puis une fois que le truc est plié et qu'il n'y a plus rien au Grand Palais éphémère, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que les engagements qui ont été pris par les partenaires, du coup, on s'assure qu'ils soient tenus. Par exemple, tout ce qui est seconde vie, alors maintenant on l'anticipe beaucoup plus. Donc on sait qui vient récupérer, on sait quels sont les assos ou les entreprises. Et donc ça, on le trace pour se dire qu'à un moment donné, même si on a posté beaucoup d'ambitions, si elles ne sont pas tenues, c'est gênant. Ouais, en vrai, sur ce type d'événement, la partie démontage, en fait, elle devient un vrai moment de l'événement sur lequel... ça se prépare. En fait, le démontage, il est issu du début. Donc, le démontage... Il se prépare. Par exemple, il y a des exemples. Alors, tout à l'heure, on parlait de solutions concrètes, mais cette année, c'est vrai que tous les ans, on essaye de renouveler le genre. C'est-à-dire qu'en fait... parce qu'il y aurait pu y avoir une solution qui était de se dire, on normalise le truc et on ressort à chaque fois... On fait un kit. Le même sujet et machin. Sauf qu'on fait de l'événement. Enfin, on a tous à cœur de faire en sorte que les gens... qui vont revenir, évidemment, c'est le contenu qui sera le plus important, mais on parlait, Rosemée disait tout à l'heure le look and feel, toute la scénographie, elle est importante, elle participe de la réussite de l'événement.
pour essayer de renouveler le genre et puis de faire en sorte qu'on vive les choses de manière un peu différente. Mais cette année, par exemple, mais il y a plein d'exemples comme ça, des petits et des plus grands, mais il y a une circle stage. Voilà. Bon, je pense qu'on va être la première fois, je vais le caricaturer un tout petit peu, mais à peine, où en fait on construit donc une scène circulaire en partant d'un matériau qui est le tasseau, qu'on connaît tous, ce carré de bois qui permet de monter des cloisons, de faire en menuiserie. Et il y en a beaucoup d'utilisés. Sur tous les montages, on voit des bottes de tasseau arriver. Bon, on s'est dit que finalement, ce truc-là qu'on ne voit jamais, qui est planqué, on allait le valoriser. Donc, voilà. Donc, ça va être un peu comme une cage, qui va être fait à base de tasseau. Sauf qu'ils sont normés, ils ont des dimensions qu'on ne dénature pas trop pour qu'ils puissent être réutilisés. Et finalement, on va être presque dans la première fois où on va louer des tasseaux. C'est-à-dire que la boîte de déco qui va travailler ces tasseaux va les récupérer et ils seront montés de telle façon que du coup, ils serviront une deuxième fois. Donc finalement, on leur a installé une fois, ils seront récupérés, ils repartiront pour servir à autre chose. On est presque dans la location de tasseaux. D'accord. Voilà. Et qui est un truc con qu'on a toujours l'habitude de voir, de scier, de clouter, d'agrafer. Donc dès que tu as des agrafes dedans, c'est pas bon. Voilà. Donc voilà, donc c'est des choses aussi simples que ça et qui visuellement, en tout cas quand on voit la 3D, on se dit que c'est plutôt pas mal. Et ça sera pas mal. Et ça sera comme ça en vrai. Donc voilà, c'est aussi une manière de réfléchir les choses qui est différente. Justement, sur cette édition de 2023, donc là tu viens de nous donner un bon exemple, est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vous avez justement été encore plus loin par rapport aux éditions précédentes ? C'est vrai que je parlais tout à l'heure du no plastique, en tout cas, au plus du plus du plus. Donc je pense qu'on n'en sera pas loin. Et mine de rien, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un petit enjeu. Et ça va de choses très très simples comme les badges, par exemple. Oui. Qui seront pas plus en plastique, ni de porte-badge en plastique. Ça sera fait à partir de matières recyclées, à partir de déchets végétaux. Voilà, donc c'est plein de choses comme ça. Il y a aussi cette idée de travailler le vide. C'est vrai que quand on fait de la scéno, on remplit beaucoup et on habille beaucoup autour. Voilà. Ça, se dire que finalement, quand on veut réduire, parce que le premier enjeu, c'est réduire les matières. Oui. Donc, il y a un moment donné, il faut apprendre à travailler avec le vide. Et du coup, ça veut dire qu'un écran, il n'a pas forcément besoin d'être encadré par des cloisons, du coton gratté, des impressions numériques et tout ça. Donc, ça oblige à travailler les choses un peu différemment. Oui, c'est une vraie approche dans la conception qui est très différente pour le coup. Ouais. Et on parlait tout à l'heure d'une charte. Qu'est-ce que c'est que cette charte ? Une charte, on a même plusieurs chartes. Là, on est en train d'engager toutes nos parties prenantes de manière assez cadrée. Donc, on a une charte pour tous les exposants, qui soient start-up, de la petite start-up au grand compte, où on les engage en fait dans la façon dont ils animent leur stand. D'accord. Donc, il n'y a aucun kakémono. On est sur du zéro kakémono, zéro goodies, zéro bouteille en plastique ou choses comme ça. Et s'ils utilisent des matériaux, qui soient sur des matériaux recyclés ou recyclables. D'accord. Et on peut même les accompagner pour trouver la seconde vie pour leurs matériaux. Donc ça, c'est un exemple au niveau des exposants. On a également une charte, on est allé beaucoup plus loin aussi cette année dans la charte pour les restaurateurs. D'accord. Parce qu'on a un food court où on sert 3000 repas par jour. Donc c'est du volume. Bien sûr. Et là, on les engage énormément maintenant sur les menus qu'ils produisent et après sur les déchets qu'ils génèrent. D'accord. Au niveau des menus, on est sur des menus bas carbone. Donc on a interdit certains produits. Déjà, on est sur 75% de menus végétariens. D'accord. Okay. Pas de bœuf, quoi. Voilà. Oui, et après, pas de bœuf, pas d'agneau, pas de saumon. Il y a un certain nombre de produits qui sont connus comme étant néfastes pour l'environnement, qui sont bannis. Et après, on va jusqu'à même mesurer l'empreinte carbone de chaque menu qu'ils proposent pour s'assurer qu'on est en dessous d'un certain niveau. D'accord. Donc ça, on les engage là-dessus. On les engage aussi énormément à travers la charte sur les déchets
et les contenants qu'ils utilisent. Mhm. Donc là, pour la première fois, cette année, on met en place un système de consignes D'accord. à grande échelle. Voilà, 3000 repas qui seront sous forme de consignes. Donc pas de contenants jetables. Ok. Donc voilà, ça fait partie des engagements donc, au niveau des restaurateurs. On a également une charte maintenant d'engagement des journalistes qu'on va afficher dans l'espace média et également vraiment dans l'ensemble de l'événement pour engager les journalistes sur la façon dont on parle de ces sujets et l'importance aussi à donner aux sujets environnementaux et sociaux. D'accord. Donc voilà, on est en train vraiment d'engager toutes nos parties prenantes. Michel aussi parlait tout à l'heure dans le refusé, en tout cas de l'engagement aussi de nos partenaires financiers. Oui. Donc nous, c'est vrai que depuis le début, et c'est une question de crédibilité et d'authenticité, Bien sûr. les partenaires financiers avec lesquels on travaille sont des partenaires qu'on choisit et dans lesquels on croit. Je dirais au moins sur les actions concrètes qu'ils portent et qui peuvent être des best practices. D'accord. Voilà, on ne dit pas qu'ils sont irréprochables parce que dans tous les cas, je dirais aucun grand compte. Enfin voilà, il y a toujours de la marge de manœuvre, de progression qui peut être assez élevée. Mais par contre, tous nos partenaires, on les choisit et on sait pourquoi on travaille avec eux. Et dans le refusé, on va jusqu'à refuser des partenaires. Chaque année, il y a un certain nombre de partenaires qu'on refuse. Et là, cette année, on engage aussi de plus en plus nos partenaires. Donc à travers une charte et à travers aussi des nouvelles actions qu'on met en place. Alors on les engage notamment sur les transports. Je ne sais pas si on en reparlera un peu plus tard, mais voilà, l'empreinte carbone au niveau des transports est très importante. Donc on les engage sur ces sujets-là. Et là, on leur a annoncé que cette année, on les sensibilisait au fait d'être dans la trajectoire des 1,5 d'après le SBTI, les Science Based Targets. D'accord. Qui est en fait je dirais un outil qui permet aux entreprises de voir sur quelle trajectoire elles se positionnent en termes de réchauffement climatique. Est-ce qu'elles sont sur une trajectoire 1,5, 2, 2,5, 3 1,5 c'est exigeant, il faut dire. 1,5 c'est très exigeant. Ouais. La moyenne aujourd'hui elle est plutôt autour de 2,7, 3. Enfin, exactement. Ouais. Exactement. Donc nous, voilà. Donc là, on est en train de sensibiliser nos partenaires et l'idée, c'est qu'à partir de 2024, ils soient tous sur une trajectoire 1,5, maximum 2, pour faire partie de Change Now. Ok, ouais, donc il y a des exigences qui, quand même, qui montent au fur et à mesure. Exactement. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, effectivement, sur ce côté partie prenante. C'est-à-dire que cet événement, il est tellement gros qu'il y a de la prod, donc il y a des prestataires, mais il y a aussi des exposants, il y a aussi des restaurateurs. Enfin voilà, et il faut que tout le monde puisse prendre le pas, puisque vous portez cette image-là. Alors vous, dans votre conception, effectivement, l'objectif, c'est d'être irréprochable, mais il faut emmener avec soi tout cet écosystème. Donc voilà, c'est la preuve des différentes actions que vous prenez aujourd'hui. Ouais. C'est ça, et dernière partie prenante, c'est les participants. Ouais. Oui, on les oublie pas parce qu'ils sont... faire le switch. Ah oui. Et en fait, les participants, depuis l'an dernier, on a mis en place aussi, au moment où ils prennent leur billet, la proposition de faire une contribution carbone à hauteur de, selon la zone géographique de laquelle ils viennent, de pouvoir faire une contribution carbone. Et c'est très chouette de voir qu'en fait, on est à peu près à 80% des participants qui aujourd'hui participent et s'engagent du coup sur l'événement. Alors justement, on parlait d'impact carbone. L'impact carbone de l'événement, vous l'avez mis en place, ce calcul d'empreinte, il a été mis en place quand ? Il a été mis en place, nous, à partir de 2020. Ouais. C'est au Grand Palais qu'on l'a mis en place. Ok. Et voilà, on le mesure. Alors, année après année, c'est pas évident pour l'instant. Je pense que le meilleur comparatif qu'on va avoir, ça sera entre cette année et l'année dernière. Oui. Parce qu'on a eu 2020 le Grand Palais, 2021 l'édition digitale incomparable. Voilà, je pense. Là, on aura un N-1, enfin un référentiel dans le même lieu, dans une config qui sera différente en termes de ces mais en tout cas, il y a une continuité qui sera plus facile à analyser. Oui, exactement. Et voilà, l'idée, c'est derrière de cranter année après année. Moi, ce que j'ai vu sur les chiffres, c'est qu'effectivement, donc, globalement, quand on parle d'un événement, on dit que 80% de l'impact carbone est lié au transport, donc 20% pour tout le reste. Ce que j'ai vu, c'est que vous, Change Now, vous êtes plutôt à 98% pour le transport.
Donc, si vous dire que cette part de 20% chez vous n'est plus qu'à 2%, donc c'est déjà très impressionnant de se dire, bah oui, c'est possible, pour le coup, de réduire cette part-là. Le transport, c'est un sujet qui est plus compliqué pour le coup. C'est plus compliqué. Après, on y... Vas-y. Je laisserai compléter. Non, mais Michel, non, mais vas-y, réponds. Il y a quelque chose qu'on a mis en place cette année, c'est d'engager les participants qui viennent de loin à venir plutôt en train. D'accord. Et donc, on a des partenariats avec les compagnies ferroviaires, Ok. Eurostar, enfin voilà, d'Italie, de Belgique, d'Allemagne, voilà, pour qu'ils viennent à tarifs. Ils ont des tarifs préférentiels. D'accord. Pour pouvoir venir en train à ChangeNow. Ok. Voilà, ça fait partie des exemples. Et ça participe. Ça participe à limiter l'empreinte carbone. Non, mais le transport, de toute façon, il y a un moment donné, c'est l'éternel débat. Alors après, on peut essayer de mieux voyager, comme le dit Rosemay. Mais à partir du moment où et c'est une décision de dire qu'on réunit physiquement les gens, on sait que oui, en effet, il y aura cet impact au niveau du transport. Ça, c'est... Voilà. Après, on peut essayer de mieux voyager. Oui, c'est ça. Après, sur place, il y a le choix du lieu qui fait qu'il est central, qu'il y a des transports en commun, qu'il y a peut-être des solutions de mobilité douce qui sont aussi mises en place. Mais le fait que ce soit un événement présentiel, à un moment, il y a quand même cette nécessité de réunir et qui impose parfois certains impacts. J'avais vu aussi que sur les intervenants, il y en a certains que du coup, vous les invitez plutôt en distanciel pour essayer de compenser quand ils viennent de trop loin ou autre. Donc voilà, tout ça est un peu work in progress sur la partie impact carbone. Autre impact qui est tout aussi important et dont on parle un petit peu moins, c'est l'impact social. Je pense que vous êtes aussi impliqué chez ChangeNow sur ce sujet-là. Oui, tout à fait. L'idée, c'est que ces sujets-là soient les plus accessibles possibles. Notamment cette année, déjà depuis le début, on est sur un événement qui a une journée ouverte au grand public avec des tarifs beaucoup plus accessibles au grand public. Cette année, on les a même divisés par 2 pour être vraiment le plus abordable possible. On est à 15 € plein tarif la journée grand public. Donc après, en plus, il y a des tarifs étudiants, enfants, etc. Au moment de l'inflation, c'est le bon. Oui, c'est ça. Mais... Voilà, économiquement, parfois, il faut faire des choix. Mais économiquement, c'est un choix fort, en tout cas, de rendre cet événement accessible. Donc déjà, financièrement, mais après aussi dans l'inclusion au niveau des participants. On a un système de traduction par sous-titres qui non seulement rend l'événement accessible pour ceux qui ne parlent pas anglais, puisqu'on est sur un événement qui est majoritairement en anglais. Donc on a un système de sous-titres qui permet d'avoir en instantané la traduction dans de nombreuses langues, dans de nombreuses langues en même temps, ce qui a l'avantage donc à la fois de rendre accessible la langue, mais de rendre également l'événement accessible pour les malentendants, les sourds et les malentendants. On fait aussi cette année appel à une association qui va organiser des visites guidées le samedi pour les malvoyants, voyants ou malvoyants. Et puis après, tout l'événement est aussi pensé en termes d'accessibilité. Et on a le pass inclusion, bien sûr. Tout à fait. On a mis en place, donc non seulement on a baissé les tarifs, mais on a mis en place aussi un quota de pass solidarité. Pour des personnes en situation précaire qui voudraient assister à l'événement, y compris, je dirais, éligibles. Ce pass est aussi sur les passes 3 jours, donc qui leur permet de venir aussi rencontrer des professionnels, networker sur... Même si ce n'est pas forcément à la base accessible pour eux. Donc beaucoup quand même de choses qui sont mises en place sur ce sujet-là. Voilà, il y a ça. Je parlais également du food court et on veut aussi qu'à travers le food court, et on sait que l'alimentation est un très bon moyen d'inclusion sociale. Et on travaille avec des restaurateurs comme Refugee Food. On travaille avec des réfugiés, le Réchaud également, Biscornu qui fait travailler des personnes en situation de handicap. Donc voilà, à travers aussi la partie alimentaire, on sensibilise à l'inclusion. D'accord. Mais c'est assez... je trouve qu'il y a quelques événements comme ça aujourd'hui, que ça soit ChangeNow ou par exemple Wheel of Green, qui sont des événements un peu pilotes. Je ne sais pas si tu es d'accord, Michel, là-dessus, sur ces sujets-là qui vont mettre en place des choses, ouvrir la voie sur pas mal de sujets qui peuvent, pour le coup, inspirer plein d'autres. Et ce qui m'a étonnée, mais vous allez m'expliquer pourquoi, c'est qu'effectivement, vous êtes quelque part, on ne va pas dire irréprochable, mais un exemple à suivre, et vous avez quand même fait le choix de vous faire labelliser.
parce que j'ai vu que vous aviez choisi le label événement éco-engagé. Pourquoi aller rajouter effectivement ce label-là? Justement pour le matérialiser, D'accord. pour avoir quelque chose de tangible à montrer. Et on est allé chercher en fait différents labels. Et c'est le label du rêve. Oui. C'est le label aujourd'hui qu'on a trouvé le plus complet. Donc c'était un peu un challenge parce que c'est aussi un label qui demande beaucoup d'engagement. Derrière, il y a un audit qui est très lourd aussi, qui a été mis en place. Mais derrière, qui est tangible. Et on est très fiers aussi d'avoir pu atteindre directement le niveau 2 et d'avoir été le premier gros événement B2B à atteindre ce niveau-là de labellisation avec 55 engagements qui ont été pris et validés. Non, mais je crois que les labels, ce qui est bien aussi, c'est que, alors d'abord, ça permet, même pour nous, en fait, pour les équipes. Parce qu'on a des certitudes, on sait qu'il y a des choses qu'on fait bien. Après, il y a des choses peut-être qu'on voit moins. Et au-delà d'en faire un axe de communication, ou en tout cas, un acte de communication, c'est aussi pas mal d'être audité par des pairs, en plus. Donc, ils connaissent quand même bien notre métier. Et ça nous permet aussi, de nous évaluer, ou en tout cas de poser des jalons. Et puis ça permet de tracer la route de la marge de progrès qu'on a encore à réaliser. Donc je pense que pour toutes ces raisons-là, c'est intéressant. Mais après, c'est un vaste débat, hein, le label. Non, mais dans notre métier de la com événementielle, parce que il y a pas mal de labels qui ont germé. Alors après, je pense qu'il y a des choses bien partout. La réalité, c'est que ce que disait Rosemay, c'est que c'est un sacré job, en fait. Bien sûr. C'est vrai que c'est juste pour un acte de communication, c'est très lourd à porter quand même. Il faut vraiment que ça soit une implication. Ça lourd à porter, et dans une équation économique, ça pèse. Parce que ça pèse du temps à y passer. C'est du temps d'équipe, donc du coup, aujourd'hui, malheureusement, l'économie prime sur l'écologie encore. Hein. Et donc, nous, on essaye de pousser ça. Alors, pas coûte que coûte, mais on aimerait bien avoir plus d'événements qui soient labellisés. Au-delà de Change Now, d'événements privés, d'initiatives privées et d'annonceurs privés. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on voit cette exigence de RSE germer partout et dans les cahiers des charges où ça n'existait pas, on voit des pavés là-dessus. Oui. Et dès qu'on commence à mettre le doigt et de se dire, ce serait pas mal, du coup, d'essayer de vertueux dès le début et allons voir à quel point on l'aura été. Comme ça engage un peu d'argent, le fait de se faire labelliser, ça coûte de l'argent. Le temps à y passer, ça coûte de l'argent. Et là, tout de suite, les très grandes ambitions se déballonnent gentiment. Ça peut arriver. Voilà. Mais après, l'avantage du label, c'est aussi de mettre un cadre quelque part pour les équipes, de savoir où on va, de donner un cap, d'encadrer en fait cette progression en fait. Je pense que c'est l'enjeu le plus important. Oui. Plus de se dire on a les galons et on a bien fait le truc et tout ça. Je pense que l'enjeu le plus important, c'est de s'évaluer, parce que s'auto-évaluer, c'est bien, mais être évalué de manière, je dirais, indépendante, c'est vachement important. C'est ça. Donc quand est-ce que niveau 3 peut-être pour le label éco-engagé dans les prochaines années? On va y travailler. Il y a du travail. Mais... Pour l'instant, le seul événement qui a eu le label 3 était dans les bois. Un camp de scout. Hein, un camp de scout, donc c'est vrai qu'il y a moins d'enjeux. Mais un peu moins compliqué. Voilà. On va y travailler. En tout cas, c'est exactement ça. Nous, ce qu'on a vu, c'est que ce label, en tout cas l'audit qui a été derrière, a vraiment mis en lumière des points qu'on n'avait pas forcément vus. Oui. Et ça nous a permis de cranter énormément cette année en termes d'engagement. Même si on pensait être allé déjà loin. C'est là que c'est vachement intéressant. C'est comme le calcul de l'impact carbone qui est la base en fait, de se dire d'abord j'évalue et puis à partir du moment où je sais d'où je pars, je vais pouvoir essayer d'aller plus loin. Mais il y a un besoin aussi de vision, d'accompagnement et puis de résultats pour se dire ok, tous les efforts qu'on fait ça paye et puis on va aller toujours plus loin. J'imagine que pour tes équipes qui sont impliquées dans cette production, ça a monté un petit peu en compétence tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que dans le quotidien, dans les autres dossiers, dans les autres clients que
que tu accompagnes, c'est forcément quelque chose que vous réutilisez. Ça crée des réflexes. Enfin, ça crée... D'abord, oui, ça fait monter les gens en compétences. C'est vrai que au sein de l'agence, c'est un événement un peu vitrine. Alors, entre un laboratoire et une vitrine, en fait. Hein, donc, il y a un côté backstage et puis il y a un côté exposition. Voilà, donc c'est évidemment hyper intéressant. Et si on repart à la genèse, on se félicite tous les jours de pouvoir bosser sur ce sujet-là parce que ça vient nourrir plus largement, en effet, notre capacité à s'améliorer, en fait. Bien sûr. Et on ne dira jamais qu'on est arrivé, parce qu'on n'y sera jamais, ou peut-être, mais pas encore en tout cas. Et donc oui, ça engage... En fait, ça engage une manière de réfléchir les choses, en fait. C'est ça. Ouais. La production, c'est important. Hein. Enfin, c'est hyper important. Et bien produire et mieux produire, c'est bien. Mais c'est plutôt dans les réflexions amont, en fait, que ça change un peu la donne. Tout part du concept, mais très clairement. On le fait pas de la toujours. conception pour arriver à derrière. Mais après, si on screenait tous les événements de l'année à l'agence, y a des choses qui sont super et puis il y a des choses qui le sont moins. Et voilà, il faut accepter de le dire. C'est un cercle vertueux. Ça va dans le bon sens. Ouais. Et il y a des... je ne sais pas si on en reparle après, mais on parlait du pass inclusion et je pense que nous, dans les prochaines étapes, c'est justement de travailler sur ce sujet de l'inclusion. Alors, je parle du coup des équipes qui opèrent. C'est vrai que ça, si on se parlait de marge de progression, on pourra continuer à progresser sur le côté vertueux de l'événement et de son impact. Bien sûr. Mais sur les aspects sociétaux et notamment cette notion de l'inclusion, je pense que c'est une prochaine étape importante pour nous. Et qui avait été enclenchée l'an dernier, parce que je me rappelle que vous aviez fait appel à une graphiste ukrainienne, voilà, réfugiée, qui ne parlait pas le français. Non. Et donc le challenge a été pris, que ce soit elle qui fasse tous nos panneaux, qui pourtant étaient traduits en français, donc il y a eu aussi une vraie implication de l'équipe pour rendre ce projet possible. On a reçu effectivement dans un précédent épisode Grégoire Decaux d'Inspirience qui a des choses formidables à partager. Alors peut-être qu'il travaillera prochainement avec Change Now. On va les partager. On arrive à la fin de notre échange. Moi, j'avais une dernière question, Rosemée. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Change Now pour les 5 années à venir, pour les prochaines éditions ? Vers quoi on aimerait aller ? Là, je vais reprendre notre feuille de route. Il y a une feuille de route. Parce qu'il y a une feuille de route. Il y a des chartes, il y a des process, il y a une feuille de route. Il faut faire gaffe. La feuille de route, au début, c'était le rêve, c'était de se dire on va au Grand Palais. Puis une fois qu'on s'est dit, et si on va au Grand Palais, c'est quoi le prochain rêve ? C'est ça. Aller à la Tour Eiffel. Non, mais par contre, faut dire pourquoi le Grand Palais. Parce que le Grand Palais, ça pourrait faire presque prétentieux de se dire on va au Grand Palais. Alors qu'il y a une vraie histoire. Je pense que... je peux la raconter. Il faut la dire. Parce que sinon, ça fait... on voulait se montrer, on voulait aller au Grand Palais. Alors que... Non, il y avait un vrai sens. Voilà, il y avait un vrai sens pour nous à être au Grand Palais, au-delà de la beauté du lieu. Bien sûr. C'est qu'en fait, historiquement, le Grand Palais, c'est un lieu qui a été créé en 1900 au moment de la révolution industrielle et des expos universelles. Bien sûr. Et en fait, le constat, c'est que dans les années, au moment de la révolution industrielle, pour accélérer cette révolution, on avait créé les expos universelles, qui étaient en fait un temps fort mondial très très puissant, qui rassemblait en fait l'état de l'art de cette révolution, la concentrait en un lieu et on faisait une vitrine pour l'adopter à la fois d'un point de vue B2B et grand public. Et ceux qui ont vécu des expos universelles en parlent encore. C'est des moments marquants. Là, le constat, c'est de se dire qu'on est 150 ans plus tard. On est en train de vivre une nouvelle révolution, cette fois qui est écologique et sociale. Et de la même manière, on avait envie d'aller chercher l'état de l'art de ce qui se fait un peu partout dans le monde, de le rassembler en un lieu pour faire une exposition universelle des solutions pour la planète. Et donc le Grand Palais, on est justement allé les voir en leur disant mais en fait quoi de mieux que d'héberger cette exposition universelle au sein du Grand Palais, symbole des expos universelles. Tout ça fait sens. Tout ça fait sens. Oui, ça fait sens. Et oui. Et donc quand je dis si dans 5 ans, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Change dans 5 ans, je dirais c'est de continuer pour moi sur cette trajectoire et de
d'être une expo universelle comme les expos universelles l'ont été, j'irais dans l'ampleur qu'elles ont été. Et là, on l'a fait dans un lieu, mais que finalement, ça soit aussi, ça s'empare de la ville et qu'on ait, je dirais, pendant quelques jours, vraiment ce faisceau lumineux qui se met autour de Paris pour faire de Paris vraiment la capitale des solutions écologiques et sociales. Très bien. Donc, Magnifique. Michel, on te souhaite d'accompagner ces 5 ans. Et... Moi, j'ai les prises électriques. J'attends de brancher pour qu'on ait le faisceau. Mais on est prêt. Super. Bon, je vais vous souhaiter de continuer comme ça, parce que ça a l'air d'être une belle collaboration et un très, très beau projet. Bien évidemment. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir accepté de partager ce moment et de nous raconter un peu les coulisses de cet événement assez incroyable. Merci beaucoup. Merci. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. À tous ceux qui nous ont écoutés, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez aller à Change Now, découvrir toutes ces solutions pour la planète et puis en même temps jeter un regard un peu indiscret en tant que professionnel de l'événementiel sur toutes les solutions à piquer pour vos prochains projets. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain rendez-vous avec Live Stories.